Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal des lycéens présentée aujourd'hui par Pascal Lassalle. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée. Elle est préenregistrée durant la dernière semaine de juillet, donc nous pouvons préjuger d'une part des événements qui se produiront, des événements troublés et dramatiques que nous avons pu voir ces dernières semaines, et qui se produiront d'ici la date de diffusion, c'est-à-dire le 20 août, et d'autre part, bien sûr, vos lettres, vos remarques, vos critiques, que j'espère bien sûr constructives, seront les bienvenues par les canaux habituels, c'est-à-dire une bonne vieille lettre manuscrite, ou alors, bien sûr, les moyens de communication moderne, notamment le courriel de votre radio préférée, Radio Courtoisie, bien entendu. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont j'ai fait la connaissance, grâce à quelqu'un qui nous a quittés il y a bientôt un an, bientôt un an. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Ratier, dont nous gardons toujours en mémoire l'attachante personnalité et surtout la constance du travail et du combat qui fut le sien. L'invité que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai pu le connaître grâce à Emmanuel lorsque j'étais son suppléant et son assistant dans son émission le Libre Journal de la Résistance française. Cet invité, c'est Francis Cousin. Francis, bonjour. Bonjour, et je salue tous vos auditeurs et je profite de la remarque que vous avez faite sur Emmanuel Ratier pour avoir une pensée chaude et très spécifique pour lui, puisque pendant 20 ans, quelles que soient nos provenances diverses, nous avions un regard d'intelligence qui pointait vers la même destination. Et effectivement, à un an près, c'était sa disparition, mais je ne l'ai pas oublié, je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas oublié et je pense qu'il nous regarde. Voilà, alors c'est vrai que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est aussi un peu à mémoire de lui, sa sensibilité, comme vous venez de le rappeler, la radicalité de son combat, de ses positions n'empêchait pas justement cette ouverture d'esprit, le fait qu'en fin de compte, des pensées radicales et dissidentes peuvent converger, quel que soit un peu nos itinéraires respectifs, nos équations personnelles, et les postulats, les prémices qui sont les nôtres, de manière respective. Donc c'est vrai que cette émission est aussi un peu en sa mémoire. C'est lui qui m'a permis de faire d'une part votre connaissance et d'autre part d'accéder aussi à vos ouvrages. Alors justement, en parlant d'ouvrages, la deuxième occasion, bien sûr, c'est la publication récente de votre 4e ouvrage, le 2e que vous signez sous votre nom, un ouvrage intitulé, toujours selon un petit peu la rhétorique qui est la vôtre, Commentaire au pluriel sur l'extrême radicalité des temps derniers, sous-titré Critique de la dictature démocratique du spectacle de la marchandise terminale. C'est vrai que chez vous, il y a une abondance de génitifs, de cette manière. Et vous êtes publié toujours par le Retour aux sources. Le Retour aux sources qui fait un très bon travail. Donc, un ouvrage très dense de plus de 400 pages. Donc, qui reprend, je crois, des textes que vous aviez déjà publiés et envoyés à des correspondants choisis. Et qui ont été modifiés compte tenu du fait qu'ils ont servi de base à des dialogues poursuivis. D'accord, oui, à la fin notamment. Donc il y a une très longue entrevue avec vous qui est très éclairante. Ce sont des ouvrages, faut quand même le dire, assez difficiles, pas toujours d'un abord facile, et qui demandent un effort certain de concentration et de réflexion, mais dont le fond est tout à fait passionnant et stimulant. Alors je rappelle, cher Francis, que vous aviez sorti il y a déjà quelque temps, c'est en 2012, donc un premier ouvrage sous votre nom, toujours aux éditions de Retour aux sources, intitulé Lettres contre l'avoir, sous-titré également pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. On va un petit peu essayer d'expliciter ces termes, mais je dois également préciser que vous aviez, bien avant ces 2 ouvrages, donc signés officiellement votre nom, publié 2 autres ouvrages. Tout d'abord un ouvrage qui était crédité à l'international et qui s'intitulait Critique de la société de l'extinction, commentaire au pluriel sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle. Édition Révolution sociale. Voilà, donc on retrouve dans la formulation des termes qui rappellent un petit peu le mouvement situationniste, cette ultra-gauche qui fut sûrement une des plus sympathiques de la fin des années 60, notamment au cours des événements de mai 68. Et moi, je sais que j'avais lu votre premier ouvrage, sans savoir que vous en étiez un petit peu l'auteur. C'était un ouvrage mystérieusement attribué
à un auteur qui s'appelait Terror et qui s'intitulait Véridique rapport sur les dernières nécessités de préservation et d'extension de la domination américaine sur le monde. Sous-titré également Du terrorisme et de l'État en leur contexte général, ou comment Washington est à la genèse opérationnelle des attentats du 11 septembre 2001 et de tous ceux qui ont suivi dans le cadre d'une appropriation recherchée des ressources pétrolières mondiales et d'abord irakiennes. Donc c'était sorti aux éditions Samizdat. Alors si vous permettez, je voudrais quand même lire un petit peu la présentation qu'elle avait faite notre cher et feu Emmanuel Ratier dans Faits et documents numéro 153. Donc Emmanuel recensait votre ouvrage dans les termes suivants. Bien qu'étant certainement un apocryphe, un prétendu véridique rapport sur les dernières nécessités de préservation et d'extension de la domination américaine sur le monde, signé par un certain Terror, est sorti le 18 avril 2003 aux éditions clandestines Samizdat. S'inscrivant dans la mouvance situationniste, comme le fameux véridique rapport sur les dernières chances de ce que sauver le capitalisme en Italie signé par Censor, alias Gianfranco Sanguinetti. Il s'agit d'un supposé rapport secret présenté par un haut dirigeant américain au groupe de comploteurs américains qui auraient monté de toutes pièces les attentats du 11 septembre pour asseoir la domination américaine sur le monde. Le texte qui synthétise la plupart des multiples textes publiés aussi bien à droite qu'à gauche sur cette question a l'intérêt de présenter clairement, voire brutalement, cette volonté impériale américano-sioniste. Dès à présent, une pièce de collection pour bibliophiles avertis. Bon, en tout cas, c'est un ouvrage que j'avais lu en son temps et qui m'avait marqué. Justement, j'avais remarqué cette référence à Gianfranco Sanguinetti. Alors justement, référence à certaines figures du situationnisme, mais surtout, lorsqu'on vous lit, il y a quand même une vue du monde singulière qui se détache, notamment à travers les références que vous mettez très souvent en avant, qui vont des présocratiques, d'Héraclite, Parménide ou Empédocle, en passant par Hegel, surtout jusqu'à Marx. Marx et Engels, donc les références à Marx sont omniprésentes, elles sont multiples. J'aurais presque parfois l'impression qu'elles sont un peu réductrices, de certaine manière. Enfin, en tout cas, elles sont vraiment la pierre de voûte de l'édifice qui est le vôtre, de l'édifice de votre pensée. Alors, pouvez-vous un petit peu préciser quels sont les cadres généraux de votre vue du monde, et notamment, des postulats qui sont les vôtres? Parce qu'en fin de compte, je ne vais pas tout déflorer, mais vous remontez un petit peu à une sorte d'âge d'or, de tradition primordiale, mais qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la tradition pérenne d'auteurs comme René Guénon ou Luce Vola, avec lesquels d'ailleurs vous êtes assez critique, vous êtes assez sévère, mais ça peut se comprendre de votre point de vue. Vous remontez une sorte de moment originel, de moment fondateur, une sorte de communisme primitif. Vous reprenez ce terme ô combien controversé, et pour des raisons bien sûr que tous les auditeurs ont compris. Donc, pouvez tu peux définir de manière claire et synthétique les postulats de votre vision du monde, cher Francis. Alors, je dirais pas qu'il y a des postulats. Oui, des postulats ou des je dirais qu'il y a en quelque sorte des principes de base. Voilà. C'est-à-dire que si je prends la très très longue histoire de la pensée humaine depuis la révolution néolithique, il y a en quelque sorte, il y a deux courants. Il y a ce qu'on pourrait dire une pensée de connivence avec le développement du monde et une pensée de rupture avec le développement du monde. Le grand point commun entre les présocratiques, Hegel, Marx, Guy Debord, c'est que c'est une pensée de rupture qui ne fait pas connivence avec le monde et qui comprend que une pensée riche, une pensée dense, ne résulte pas de la tête d'un penseur, de la tête d'une doctrine, du cerveau d'un groupe ou d'une pédagogie spécifique, puisque à partir des présocratiques, on sait que la vérité du monde est l'automouvement du monde qui se déploie lui-même. Autrement dit, Hegel, Marx, Guy Debord disent « notre pensée ». Reprenant les présocratiques, n'est pas une pensée échafaudée par une pensée doctrinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui découvre, il n'y a pas quelqu'un qui ajuste, il n'y a pas quelqu'un qui précise, il y a quelqu'un qui, avec humilité, recueille l'automouvement du devenir rationnel du monde. Et ça renvoie justement à la racine indo-européenne de logos, qui est le vieux leg, et qui est un verbe qui est né dans les communautés de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, puisque ce verbe-là, dans la vieille racine indo-européenne, veut dire recueillir, cueillir. Autrement dit, le logos n'est pas une construction de l'homme sur le monde, le logos est un recueillir humble du mouvement du monde et qui est cueilli avec humilité ou milice
par l'homme de terre, l'homo lumus, c'est-à-dire l'homme de la radicalité transcendantale qui, dans l'immanence du mouvement de la terre et du logos, accueille la vérité. La vérité n'est pas, à partir de Socrate, Platon et Aristote, la vérité, c'est l'intellection entre le sujet et l'objet, en tenant compte du fait que c'est le regard du regardant qui est décisif. Pour les présocratiques, pour Hegel, pour Marx et pour Guy Debord, la vérité est impersonnelle, elle n'est produite par aucun cerveau spécifique, elle est reçue par les cerveaux d'humilité et d'intelligence, parce que c'est l'automouvement de la richesse du monde. Donc il y a ça déjà en premier problème. Et en second problème, par rapport aux auditeurs que nous avons effectivement à l'écoute, préciser que Hegel n'a rien à voir avec le crétinisme de la marchandise universitaire qui parle de Hegel, Marx n'a rien à voir avec le crétinisme universitaire de la marchandise qui parle de Marx. Des marxistes. De la même manière, c'est-à-dire que de la même manière que Jésus n'était pas calviniste, Marx n'était pas marxiste et n'a pas cessé tout au long de sa vie de dire qu'il n'était pas marxiste. Et Marx a même été le premier, avant même que le capitalisme d'État bolchevique n'apparaisse en Russie, à en faire dans la critique du programme de Gotha la pré-critique. C'est-à-dire que le projet de Marx dans une radicalité subversive, c'est abat toutes les droites, abat toutes les gauches du capital, vive la communauté humaine émancipée. Et dans cette trajectoire-là, je rappellerai à nos auditeurs, puisque nous avons tous un intérêt particulier pour les guerres de Vendée et pour la chouannerie, que celui qui a su, grâce à cette méthode de l'automouvement recueilli, comprendre le populicide vendéen, c'est ni La Roche-Jacquelin ni Charette, qui n'étaient pas équipés mentalement pour le comprendre, et qui, lorsque la République les a convoqués pour le traité de la Jaunais, malgré toute leur ardeur subjectiviste, se sont fait totalement, entre guillemets, entubés par l'ordre de la mystification républicaine, parce que si ces gens-là comprenaient qu'ils devaient se battre contre la République, ils ne comprenaient pas ce qu'était le populicide industriel du capitalisme en mouvement, et celui qui a fait la plus grande critique radicale du populicide vendéen, c'est Babeuf, qui dans la grande trajectoire radicale du communisme français qui conduit à Marx, et ça n'est pas un hasard. L'homme d'intelligence qui nous écoute doit se dire, mais comment se fait-il que c'est Babeuf qui seul, en temps réel, dans la concomitance des événements, a su percevoir la dynamique industrielle du populicide. C'est précisément parce que pour comprendre le populicide qui sarclait la population en surproduction aliénatoire, il fallait avoir une pensée radicale critique qui, des présocratiques à Hegel, menait à Marx et à Guy Debord. Alors, il est vrai que Karl Marx, son œuvre monumentale, souvent méconnue, a fait l'objet d'une relecture, on va dire, dans notre mouvance, enfin en tout cas la mouvance dont je suis issu, c'est-à-dire ce qu'il est convenu, ce que certains ont convenu de qualifier de nouvelle droite, notamment Alain Benoît, qui ces dernières années avait fait une relecture tout à fait intéressante et salutaire de certains aspects de l'œuvre de Marx et de ces aspects tout à fait pertinents et de sa critique radicale. Alors je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs un extrait du manifeste communiste de Marx. Et on va quand même lire un extrait du manifeste communiste sur Radio Courtoisie, ce qui relève presque de l'exploit, mais je pense que la plupart des auditeurs comprennent justement cet extrait qui concerne la bourgeoisie. Moi je le trouve très, très fort et surtout très pertinent. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. Voilà, moi je trouve ce passage qui est un grand classique pour ceux qui se penchent un petit peu sur l'œuvre de ce penseur controversé, pour les raisons que la plupart des auditeurs n'ignorent pas. Donc, pour revenir un petit peu à vos principes, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, j'ai à vous lire, l'impression qu'effectivement, il y a dans ces principes, il y a déjà un ressourcement, une sorte d'étiologie qui nous ramène au temps pré-néolithique, d'une part. Et d'autre part, il y a une nostalgie, on veut dire, de moment indivis, où la communauté humaine n'avait pas été segmentée.
n'avait pas été fractionné, et vous avez des propos très sévères, notamment sur un moment, en tout cas, de l'histoire des peuples d'Europe qui nous est cher, c'est-à-dire l'aube indo-européenne, avec ce fameux schéma tripartite, ce schéma trifonctionnel, que Georges Dumézil a mis en exergue et quelques autres. Et en fin de compte, on a l'impression qu'il y a une sorte, il y a une pensée idéaliste indéniablement chez vous. On a l'impression qu'il y a peut-être aussi une vision un peu irénique de l'homme, c'est-à-dire, en fait de compte, ce sorte de paradis originel, sorte de bon sauvage, où justement, il y a l'aliénation qui a ensuite introduit justement, cette horreur de l'échange, le cul de l'argent et surtout de la domination, s'est introduit, on ne sait trop comment, en tout cas, ça renvoie directement, bien sûr, à l'œuvre de Marx, mais aussi à d'autres présupposés. Vous référez souvent aussi aux œuvres de certains penseurs, vous citez Marshall Salins dans votre ouvrage, vous faites référence aussi à des découvertes archéologiques qui valideraient en tout cas vos principes. Pensez-vous pas qu'il y a il y a quand même peut-être une part de reconstruction idéalisée dans ce spectacle que nous offrirait en tout cas cette humanité prénéolithique que nous pourrions souhaiter, mais que il n'est pas inscrit dans l'être humain aussi certains instincts comme l'instinct territorial, certains instincts d'agressivité et aussi de hiérarchisation du groupe humain au regard de ce que peuvent nous enseigner certaines sciences comme l'éthologie par exemple. Alors, je vais faire une critique de votre critique. Il n'y a pas une vision irénique ou paradisiaque des temps premiers, parce qu'il y a une claire compréhension du fait que les temps premiers sont des temps conflictuels. Dans une communauté primitive, j'ai des conflits. Dans une communauté primitive, j'ai parfois des meurtres rituels. Dans une communauté primitive, j'ai parfois du cannibalisme. Dans une communauté traditionnelle, j'ai parfois la liquidation des anciens. Donc, la communauté première n'est pas une communauté idyllique et paradisiaque. L'homme naturel de la communauté première, que l'on connaît d'ailleurs très bien, parce qu'il faut bien évidemment se dire, et il faut que vos auditeurs le comprennent, que quand nous parlons de l'homme préhistorique, pour le temps, par exemple, périgourdin, c'est très très longtemps en France, et c'est fini depuis très très longtemps. Par contre, en Amazonie, c'était il y a 30 ans. Donc, le temps préhistorique... Chez les Amérindiens, voilà. Chez les Amérindiens. Au XIXe siècle. Donc, il faut comprendre siècle, que le temps préhistorique est à la fois hétérogène et il est diffusé sur la planète dans des temporalités différentes. En Europe, il a disparu depuis très très longtemps, mais il y avait effectivement des continents, par exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a encore 20 ans, il y avait des communautés préhistoriques comme nous en avions au Périgord il y a 10 000 ans. Donc, on a à la fois des sources archéologiques très, très précises, et on a une masse documentaire incroyable, parce que sans parler de Marshall Salins ou de Pierre Clastres, pour le temps contemporain, nous avons des tonnes et des tonnes de documentation franciscaine, dominicaine, lorsque justement les missionnaires catholiques ont été en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, et qu'ils nous ont narré la réalité de la communauté. Donc la communauté n'est pas un paradis, la communauté est quelque chose qui permet simplement que les contradictions jamais ne parviennent à l'autonomie. Pourquoi dans la communauté il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas de pouvoir, même s'il y a des conflits? C'est tout simplement parce que jamais la contradiction ne peut s'autonomiser et scinder le groupe. Et c'est parce que précisément elle ne peut pas scinder le groupe qu'il n'y a jamais cette gigantesque névrose de chefferie. Il faut faire une critique radicale de l'éthologie, il faut faire une critique radicale des pensées qui ont cru qu'il y avait en l'homme une soif de pouvoir. Il y a en l'homme une soif de pouvoir quand dans un espace social déjà scindé, l'espace qui permet la soif de pouvoir apparaît. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette documentation franciscaine ou dominicaine nous dit les franciscains, les dominicains, quand ils arrivent par exemple en Huronie ou chez les Algonquins, ils nous disent il n'y a pas de chef, c'est curieux, il n'y a pas de chef. Il y a parfois un meneur ponctuel pour une opération militaire ou pour une opération de chasse. Mais le meneur ponctuel ne peut jamais cristalliser sa compétence sur une matière donnée pour en faire une chefferie permanente. Ah, ça c'est autre chose, voilà. Et donc, il y a quand même des rapports de hiérarchie à un moment qui peuvent être transitoires. Délégués. Tout à fait. Voilà. Et quand même, c'est ça que je vais essayer de dire. C'est-à-dire, si vous voulez, celui qui sait bien chasser le bison par sa pratique devient un meneur ponctuel pour une opération de chasse au bison. Mais si jamais il voulait à partir de là devenir un permanent, et on a un exemple fantastique, c'est l'exemple d'Arminius. Arminius, dans les forêts profondes, est délégué, et il est délégué parce qu'il a vécu à Rome.
c'est un jeune chérusque qui a été enlevé selon la logique des rapts d'enfants par l'armée romaine. Et Arminius... Oui, échange d'otages aussi. Voilà, échange d'otages. Et donc Arminius, qui a une compétence militaire et qui connaît les Romains, se voit délégué par les tribus chérusques et toutes les autres tribus de la forêt profonde pour écraser les légions romaines. Oui, lors de la fameuse bataille de Teutobourg. La bataille de Teutobourg. De notre ère, quoi. Mais Arminius a déjà la pathologie chéphiste romaine dans la tête. Et il veut, à partir de cette victoire, instaurer une permanence de pouvoir dans sa prérogative névrotique. Qu'est-ce qui se passe ? Les chérusques le flinguent. Parce que les chérusques le disent. Les chérusques lui disent, nous t'avons délégué pour un moment, mais nous ne t'avons pas délégué irrévocablement. Donc, ce que lui a vécu à Rome est impossible dans les tribus germaniques, parce que la soif de pouvoir qui naît lorsque l'espace autonome pathologique s'autonomise, elle n'existe pas chez les Germains. De la même manière que les Germains. Oui, mais une sorte de pouvoir, on va dire, égotique, manière. Bon, le pouvoir ensuite au service de la communauté, dans l'intérêt de la communauté, c'est autre chose. Ah ben ça a toujours existé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est quand je disais. C'est la chefferie. Voilà. Gérénique, c'est que aussi votre vision des temps premiers ramenait parfois une sorte d'égalitarisme, bon, peut-être un peu idéalisé aussi, de certaine manière. Bon, c'est ce qui apparaît ici, mais peut-être que c'est aussi une lecture superficielle de ma part. En tout cas, voilà, effectivement, là, ça rejoint aussi certaines notions, justement, de ce courant pérennialiste, bon, qui subit parfois vos foudres dans votre entrevue, c'est notamment cette idée d'impersonnalité active, qui était chère à vous. Là, moi, une idée qui m'est chère. La grande critique radicale que Hegel, Marx et tous les courants radicaux vont faire à Dumézil, c'est que Dumézil a fétichisé un temps donné ultérieur comme le temps premier originaire. C'est-à-dire que la fameuse trifonctionnalité, elle n'existe qu'au moment de la décadence de la communauté indo-européenne. De l'évolution de la spécialisation. Et c'est ce que nous dit César dans la guerre des Gaules, parce que César, dans la guerre des Gaules, qui fait donc la guerre contre les Celtes, qui sont en plein dans la trifonctionnalité, constate, quand il passe le Rhin, que cette trifonctionnalité qui existe chez les Celtes, qui existe chez les Germains, qui existe, chez les Latins et qui existe chez les Grecs, n'existe pas chez les Germains. Et donc, il y a tout un travail après à faire en fouille archéologique, en linguistique, pour se rendre compte que toutes les communautés indo-européennes ont eu le temps germanique premier, où il n'y a pas de trifonctionnalité, puisqu'il y a effectivement une unifonctionnalité, le producteur est chasseur et le chasseur est guerrier, et la cristallisation des trois fonctions, c'est le moment où justement le groupe comme communauté se dissout et devient société. Il y a une différence radicale entre la communauté et la société. Bien sûr, comme l'ont montré certains penseurs comme Ferdinand Tönnies, voilà. Entre autres, dans donc, cette claire distinction. Donc, si vous voulez, le projet aujourd'hui, le seul projet humain, c'est bien évidemment pas de repartir sur la communauté archaïque, préhistorique. Ça n'a pas de sens. Il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette gigantesque crise généralisée de la forme marchandise totalitaire qui s'étend sur le monde par la dictature démocratique du profit, il n'y a qu'une seule issue, c'est ou le chaos infini dans la reproduction sans fin de la marchandise, de la société et de la civilisation, ou l'émergence d'une communauté émancipée qui retrouve le sacral, la volupté de l'essentiel et donc la transparence des hommes. Et je dirais, parce que indépendamment de tout ça, il y a l'activité de mon cabinet de philo-analyse. Oui, justement, je n'avais pas parlé, mais vous allez développer. J'ai donc une activité de philo-analyste, c'est-à-dire qu'à travers les présocratiques, Hegel, Marx et toute une série de pensées radicales, j'accueille les gens en inquiétude, souffrance, pour effectivement trouver le chemin de l'être derrière le mal-être. Dans les communautés primitives, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas d'angoisse, et la pathologie contemporaine de la grande souffrance des hommes dans la foule solitude de l'errance infinie du malheur contemporain, c'est une dynamique historique aujourd'hui qui était totalement ignorée dans les communautés. Tout à fait. Et puis il y avait surtout tout cet environnement. L'homme n'est pas séparé de l'homme. Exactement. Et ça paraît épatant. Bon, moi, ça me fait penser d'ailleurs à un très beau film qui nous montre justement cette réalité des tribus amazoniennes. Vous connaissez peut-être, c'est l'admirable film de John Boorman, La forêt d'émeraude. Oui. Qui Mais alors il y a encore un film qui est bien meilleur, c'est celui de Mel Gibson, Apocalypto. Apocalypto, oui. Parce que Apocalypto, oui. On voit la société pyramidale. Et on voit la communauté anti-pyramidale. Et on voit l'antinomie. Oui, à l'époque Maya, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque Maya, qui est déjà un empire étatique considérable, il y avait toujours ces Indiens de la forêt qui résistaient en tant que communauté. Et comme le dit Marx, ce ne sont pas des communautés sans État, ce sont des communautés contre l'État.
Quand on dit une communauté sans État, on voudrait faire croire qu'il manque quelque chose. Or, ce que dit Marx et ce que dira Classe sous une autre forme, c'est pas des communautés sans État. C'est des communautés qui délibérément ne veulent pas de l'État et font tout pour que la structure aliénatoire ne naisse pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de travail. L'homme produit, mais il ne travaille pas. Travailler, c'est produire pour l'échange. L'homme ne produit pas pour l'échange, il produit pour le groupe. Et en produisant sa production, il produit la joie communautaire qui fait qu'il n'y a pas d'angoisse, pas d'anxiété. Ouais, je vais vous prendre un exemple tout simple. J'ai une de mes patientes, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de plusieurs conférences, j'ai une de mes patientes qui a dû souffrir d'inceste. Elle est partie pendant 10 ans dans un cursus psychanalytique qui l'a culpabilisée parce qu'on analysait le scénario familial à l'infini. Voilà, parce que bon, faut préciser, dans votre ouvrage, vous rejetez ce triptyque psychologie, psychiatrie, psychanalyse. C'est les polices du capital. Voilà. Mais on a tout de suite posé le problème historique de l'inceste. Il n'y a pas d'inceste dans une communauté amérindienne. Donc le psychanalyste qui avait enfermé cette femme dans sa souffrance, dans le scénario familial, la seule chose importante qu'il fallait lui dire, il ne pouvait pas lui dire, c'est que pendant des temps considérables, l'inceste était inexistante. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous dites. Bon, de manière d'ailleurs intéressante, on peut remarquer par exemple, dans le cadre de la pensée traditionnaliste, pérennialiste, donc, qui a été illustrée entre autres par René Guénon, Juste et Vola. On a aussi on marque l'existence lors des temps premiers de cet âge d'or inaugurale, originelle, d'une caste unique, la caste Hamsa. Là, si on prend le terme sanskrit, donc là aussi, il y a la vision de la division, justement, bon, tripartite ou autre, bon, dans d'autres formes de civilisation, cette division est perçue comme une régression, comme une chute cyclique, de manière intéressante. Les penseurs de l'école traditionnaliste vous rejoignent d'une certaine manière, et même un grand spécialiste de la chose indo-européenne, aujourd'hui encore en vie, Jean Audry, qui est cher à nombreux auditeurs, lui aussi, dans plusieurs séries, montre qu'il y avait effectivement que le moment de la tripartition fait partie d'une évolution, selon votre vision, bon, de l'état originel des communautés indo-européennes. Alors, lorsqu'on vous lit, lorsque vous projetez sur longue durée, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui structurent votre pensée. D'une part, bon, une extrême attention portée au moment des communes, c'est-à-dire notamment à tout l'ensemble des révoltes paysannes, des insurrections paysannes principalement qui ont parsemé la longue histoire de notre continent, de nos peuples européens. D'une part, vous l'avez signalé d'ailleurs tout à l'heure, il y a cette évidence pour vous qui renvoie à une des branches de l'indo-européanité, la branche germanique, qui, selon vous, a été la plus tardivement touchée justement par cette régression tripartitionnelle, de manière. Donc, vous vous référez à César, à Tacite, et vous essayez de nous montrer que cette synthèse qui a eu lieu entre le moment romain, en tout cas l'influence romaine consécutive à la chute de l'Empire romain en Occident, et le moment des grandes invasions, des grandes migrations des peuples germaniques, a accouché donc de l'Europe médiévale et de ce processus qui a conduit donc l'Europe et notre monde au moment que nous vivons. Il y a aussi un point important qui montre que l'importance que vous donnez donc à cette notion, donc je l'ai dit, de commune, et d'irruption de cette aliénation qui va surgir à la fois de l'État, des rapports d'autorité qui sont vraiment désormais stabilisés à la suite du moment médiéval. Donc pouvez-vous revenir un petit peu sur cette vision sur la longue durée? Parce que moi, c'est vrai que ça m'a fait penser à certains auteurs qui me renvoient à ma jeunesse étudiante, Yves-Marie Bercé, Robert Muchemblé, qui ont beaucoup étudié justement ces insurrections paysannes et sur lesquelles, à mon sens, on n'a pas toujours assez mis l'accent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, il nous faudrait des heures, donc on va véritablement faire synthèse de synthèse. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un très grand temps fort dans l'histoire du monde, c'est la révolution néolithique. Et la révolution néolithique est un temps fort gigantesque, parce que si on fait retour à Hegel et au présocratique, on sait que le futur est toujours contenu dans le parcours historique avant le présent. C'est-à-dire que il y a déjà dans la révolution néolithique Wall Street. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que
toute cette vampirisation du cosmopolitisme de la marchandise, toute cette gigantesque dictature du mondialisme totalitaire de la marchandise, elle est contenue dans la révolution néolithique. Et si je fais comme Empédocle, Héraclite, et comme le fera après Hegel, et comme le fera après Marx, travail d'approfondissement de la souche néolithique, elle contient tout le développement ultérieur. Elle contient tout le développement ultérieur parce qu'elle marque la césure entre la communauté de l'être et la société de l'avoir. Avant la révolution néolithique, je n'ai pas le paradis. Avant la révolution néolithique, j'ai des communautés conflictuelles parce que l'être humain est conflictuel dans son rapport à l'espace et dans son rapport aux autres, mais en termes de positivité de présence. C'est une conflictualité de positivité puisqu'elle fait richesse de la relation. C'est donc pas une rencontre conflictuelle, névrotique, pathologique, aliénatoire. Mais à partir de la révolution néolithique, le produire va échapper à l'homme. Parce que les stocks agraires, à partir du moment où ils sont stockés, il marque un décalage entre l'immédiateté du temps présent et le présent du temps de l'immédiateté. Quand le chasseur-cueilleur chasse, quand il cueille, quand il pêche, il est dans un rapport d'immédiateté sans médiation à ce qu'il produit et ce qu'il consomme. La révolution néolithique, à partir du moment où elle va créer des stocks, c'est-à-dire des surplus, elle va créer un décalage entre l'homme et son immédiateté. Et donc, ça va produire une nécessité que l'homme n'a pas construit, mais qui est le mouvement immanent de l'aliénation nécessaire qui fait que ce que l'homme a produit lui échappe. Et comme ça lui échappe, à partir de là, il va construire des organismes de contrôle de ce qui lui échappe à travers la comptabilité qui fera naître l'écriture. Puisque les premières écritures, c'est des calculis, c'est-à-dire des actes comptables. Donc, la première échappée aliénatoire qui produit la culture, c'est l'écriture. L'homme vit... La bureaucratie, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'homme est dans la jouissance de sa vie, il n'écrit pas. Si je fais acte d'écriture compensatoire par la poésie, par l'épopée, c'est que je n'existe plus. La naissance des grandes épopées écrites, elle découle des grandes épopées commerciales du calculi. J'ai compté C-O-M-P-T-E-R et je compte C-O-N-T-E-R. Le comté de la narration littéraire et poétique découle du comté de la narration comptable. Et c'est d'ailleurs les lettres qui sont la formalisation ultérieure des chiffres. Avant d'être des lettres, les lettres furent des chiffres. Donc il faut bien comprendre que l'humanité, par sa culture, écrit la longue épopée de son aliénation, c'est-à-dire alienus, l'autre, je suis autre que moi-même. Donc la valeur d'échange démarre à partir de la révolution néolithique. Pendant un long temps, les formes classiques de ce que les gens appellent l'ancien régime vont contrôler cette évolution parce qu'elle n'a pas pris son essor. Mais déjà dans les anciens régimes classiques, j'ai le travail de la valeur en mouvement. J'ai déjà Wall Street dans le néolithique, mais j'ai un Wall Street encore plus performant sous Philippe le Bel. Voilà. Et puis même vous remontez bien avant. La police grecque pour vous est déjà la cité grecque est déjà une étape d'évolution importante. Bien sûr, la souche première, le génos radical, est un génos communié. Dans toute la tradition grecque, la forme première, c'est le génos, c'est la souche. Mais la souche, c'est pas le sang, c'est le sang communiste. C'est-à-dire que dans ma souche du génos, c'est le groupe qui se reproduit sur une appropriation communiaire du sol, de la vie et du souffle cosmique. Et de transmission aussi. Et des transmissions. De coutumes, de valeurs. Il ne peut pas y avoir de séquence névrotique individuelle. Tout est communautaire. Et le démos, qui va naître en grec et qui va donner le peuple, le démos, c'est une unité territoriale qui invalide le génos et qui lui substitue le dème en grec, le dème, c'est-à-dire un espace territorial où la valeur d'échange se met en mouvement. Puis alors après, j'arriverai à la révolution capitaliste du XIIIe siècle avec les villes médiévales et à ce moment-là, j'ai tout un travail qui va se mettre en mouvement dans le cadre des forces productives de l'aliénation en mouvement et j'ai 89 qui est déjà contenu dans la révolution médiévale italienne. Donc la révolution capitaliste de 1789 qui met à bas l'Ancien Régime, elle est déjà contenue dans la Fronde. La Fronde a failli réussir, mais comme le développement des forces productives en France était beaucoup plus archaïque qu'en Angleterre, ça a marché en 1640. Il a fallu c'est vrai qu'on peut remarquer toujours que les Anglais ont eu un siècle d'avance dans le processus d'aliénation, surtout la processus de la modernité, la disruption de la modernité dans l'espace européen. Et j'en parle d'ailleurs pour Jeanne d'Arc, c'est pareil. Parce que c'est très touchant. Votre chapitre sur Jeanne d'Arc est très touchant. Il faut
comprendre la lutte de classe. Il faut comprendre la lutte de classe paysanne, les insurrections paysannes. C'est-à-dire que la lutte de Jeanne d'Arc contre l'Angleterre, avant-garde du procès de la marchandise et de la dictature commerciale en mouvement, c'est une lutte de classe sociale, c'est une lutte de classe ontologique, et c'est toute la réappropriation christique de cette insurrection sacrale. Donc tout ça se tient. Et bien évidemment, dans cet arc historique, on en arrive à la modernité contemporaine, mais la modernité contemporaine, c'est effectivement le capitalisme intégral de la dynamique totalitaire incoercible du capital, et il ne faut pas que les gens s'étonnent de l'horreur dans laquelle ils vivent. La PMA, la GPA, la robotisation des ovules, la chosification du sexe, tout ça, c'est contenu dans le développement du capitalisme tel qu'il découle de la valeur d'échange au néolithique. Donc aujourd'hui, quand les gens défilent par millions dans la rue en disant cette horreur de la PMA et de la GPA, mais elle est consubstantielle au système de l'argent. Je ne peux pas récuser la PMA et la GPA si je veux garder l'argent. Si je veux récuser radicalement la PMA et la GPA, c'est parce que l'argent n'a pas raté, l'argent a réussi. L'argent n'échoue jamais dans son œuvre. C'est pas parce qu'il est mal géré, c'est pas parce qu'il est mal contrôlé. C'est une immanence incontrôlable. Et dans toute l'histoire névrotique des courants politiques, qu'ils soient bolcheviques, fascistes, néo-fascistes, néo-trotskistes, néo-libéraux, néo-ceci, toutes les forces politiques qui un jour ont eu le fantasme de vouloir contrôler l'argent s'y sont cassés bec et ongles parce que l'argent est une dynamique aliénatoire radicale, incontrôlable. Si j'employais le langage mystique des insurrections paysannes, je dirais que c'est le satanisme de la marchandise. Il y a quelqu'un d'autre qui emploie aussi une formule choc, c'est Massimo Fini, qui a été d'ailleurs édité par le Retour aux sources récemment. L'excrément du démon. Bien sûr. Voilà, son ouvrage a été publié il y a très peu de temps. Massimo Fini, donc, est un auteur italien tout à fait intéressant. Bien sûr. Mais donc, si vous voulez, c'est toute une pensée de radicalité, c'est toute une pensée d'explosion, mais qui est aux antipodes de ce qu'on nous présente. Vous voyez, je vais vous prendre 2 exemples pour que l'auditeur comprenne. Il y a le capital digère systématiquement ce qui le conteste. Il le retourne et il absorbe. La pensée radicale du Christ pour effectivement tuer la marchandise, elle aboutit à Calvin. Elle aboutit à Calvin et elle aboutit aujourd'hui aux affres de Vatican II. Donc vous avez des tas de gens qui disent mais c'est horreur, c'est horrible, l'Église est infiltrée, l'Église n'est plus ce qu'elle était, l'Église s'est protestantisée, l'Église maintenant est vétérotestamentarisée. Mais il faut que vos lecteurs aillent lire la question juive de Karl Marx. Marx, en 1844, a prévu Vatican II. L'involution qui fait que l'Église aujourd'hui est un appareil d'État du mondialisme de la marchandise et qu'il n'y a plus aucun rapport entre l'Église d'avant et l'Église d'aujourd'hui, que vos lecteurs lisent la question juive. C'était inscrit dans ses gènes, en quelque sorte, de cette manière. Bon, Marx explique que l'Église catholique ne sera pas détruite de l'extérieur, mais sera digérée par le capital qui va infiltrer, manipuler et retourner. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui pourquoi cette tradition catholique, par exemple, que vos auditeurs écoutent, admirent et respectent, a été invalidée et digérée. C'est tenu dans la logique de l'histoire. Mais alors, il y a deux phrases, justement, que je veux prendre pour montrer à vos auditeurs comment le capital digère tout et comment tout est pris à l'envers. Ouais, assez rapidement. Alors, assez rapidement. La première phrase, c'est « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire, c'est bombé sur les murs par des groupes radicaux situationnistes intransigeants qui dénoncent à la fois le capitalisme d'État bolchevique et le capitalisme d'État occidental. Mais il est interdit d'interdire, ça veut pas dire, dans la mouvance cohn-bendististe, un jour, on sera agréablement surpris de pouvoir se faire tripoter par des petites filles. C'est pas ça, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire, ça renvoie aussi à Simone Veil, à George Orwell et à Rosa Luxembourg. C'est Simone Veil avec W. En matière de pensée radicale, il est interdit d'interdire la pensée. Et je vais vous prendre un exemple. Je suis un communard intransigeant. Henri de Lesquen est versaillais et il admire Thiers qui a fait liquider les communards. Mais je défendrai bec et ongle le droit pour Henri de Lesquen de dire qu'il est thiériste. Parce qu'il est interdit d'interdire, ça veut dire j'interdis qu'on puisse interdire toute pensée, même si elle m'est radicalement contradictoire, parce que je veux le débat ouvert. Donc,
sur la problématique de la Commune de Paris, Henri de Lesquen dit le contraire de ce que je dis, mais je veux me battre pour qu'il puisse le dire. Et vous pouvez l'exprimer ici, sur les ondes de Radio Courtoisie. Et donc, ça me donne l'occasion de rappeler que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Pascal Lassalle, Libre Journal des lycéens, donc qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Francis Cousin, penseur ô combien atypique et singulier. Alors justement, je rebondis un peu là-dessus, cher Francis, pour aussi vous amener à préciser certains points qui affleurent dans votre pensée. D'ailleurs, certains points qui pourraient vous attirer les foudres des officines bien pensantes, parce que lorsque justement vous projetez votre acuité sur la longue durée historique, vous ne manquez pas de signaler que il y a plusieurs temporalités qui sont à l'œuvre dans l'histoire, et qu'en fin de compte, ce sont les peuples européens qui ont porté tout au long de leur histoire des élans insurrectionnels justement qui est une forme de nostalgie de ces temps premiers, alors que ce n'était pas le cas dans d'autres temporalités, dans d'autres civilisations que vous pouvez qualifier de civilisations plus immobiles, de despotisme asiatique, etc. Donc en fin de compte, d'une certaine manière, vous faites preuve de certain ethnocentrisme qui pourrait vous attirer certaines foudres, pour pas dire plus, et notamment lorsque vous rappelez très souvent, vous faites référence à cet élément germanique, qui pour vous a été le dernier qui a pu porter encore des reliquats de ce moment originel, ce moment fondateur. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi, et là nous nous rejoignons totalement, votre critique radicale aujourd'hui de l'invasion migratoire, des flux migratoires qui sont organisés en amont, et aussi peut-être, bon, vous allez peut-être le préciser, vous rattachez à cette réalité que l'écrivain Renaud Camus a qualifié de grand remplacement. Et ce remplacement, pour vous, il est fait dans le cadre aussi d'une lutte des classes, qui est un paradigme que l'on ne doit pas laisser de côté. Pouvez-vous un petit peu revenir là-dessus ? Je vais vous répondre, mais je voudrais juste terminer sur la partie, la deuxième phrase. Voilà. Donc il y avait la première phrase, il est interdit d'interdire. D'accord. Puis la deuxième, qui doit tendre d'horreur certains auditeurs, jouissez sans entrave. Le jouissez sans entrave, qui est apposé sur les murs de 68 par les groupes radicaux qui n'ont rien à voir avec le carnaval étudiant de la modernité des mœurs, jouissez sans entrave, ça veut pas dire devenez des sex-machines comme le veut justement la modernité du capital, c'est jouissez sans entrave du point de vue de votre sacralité ontologique. Jouissez sans entrave, c'est le contraire de la partouzerie universelle de la marchandise contemporaine. Donc ça a été quand même reçu de cette manière, mais pas beaucoup. Parce que justement, tout est récupéré à l'envers. Quand le Christ dit qu'il faut s'accomplir au-delà de l'argent, Calvin reprend et traduit les textes en les modifiant pour dire à chaque bon presbytérien en noir, croissez et multipliez en Jésus par l'argent. Ouais. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on croire de cette manière, c'est plaire à Dieu. Voilà. Donc si vous voulez, il faut que l'auditeur soit intelligent, comme lui rappelait souvent Emmanuel Ratier, de la même manière que l'histoire officielle nous ment sur Jeanne d'Arc, sur l'Inquisition. Elle nous ment sur l'Inquisition d'une manière absolument délirante, puisque l'Inquisition, ça n'a jamais été ce qui s'est passé. On nous ment sur Galilée, enfin on nous ment sur plein de choses, on nous ment aussi sur Marx et sur mai 68. Donc il faut avoir une vision intelligente. Alors maintenant, le problème de la spécificité européenne, il est posé par Hegel, et il est posé par Marx, de manière extrêmement simple, sur le problème des temporalités. C'est-à-dire que quand il y a eu la révolution néolithique, et qu'on est passé dans des structurations aliénatoires de la valeur d'échange, dans le développement civilisationnel de sociétés, d'État, etc. Voilà, il y a une grande différence entre le temps africain, le temps oriental et le temps européen à la décadence romaine. C'est-à-dire qu'au moment de la décadence romaine, les invasions germaniques vont, ce que Engels et Marx appellent, revitaliser et répandre la marche germanique. Ouais. Et la marche germanique, étant donné que c'est une communauté communiste, c'est une communauté qui ignore la propriété privée et qui, suite aux invasions wisigothes, francs-saliens, francs-ripuaires, burgondes, etc., fait avancer la marche germanique des communaux, ce qui fait que... Oui, ce qu'on appelait l'alode, le terme d'odal, voilà. Qui renvoie aussi à une rune, cet alphabet. Et donc sacré. On va retrouver un temps médiéval, sur la totalité du continent européen, qui est un temps rythmé par la dynamique communiaire, ontologique, sociale, historique, et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans chaque localité perdue de Savoie, de Languedoc ou de Bretagne, à travers le concept de communaux. Les communaux, c'est le dernier résidu médiéval, voilà. Ce sont les derniers résidus d'une propriété communiste. Et
le développement du capital. On retrouve aussi cette structure, hein, où, chez les Highlanders, chez les habitants. Ça en renvoie au rameau celtique, mais que ce sont les propriétaires fonciers anglais qui ont véritablement ethnocidé cette pratique au XVIIIe siècle, puis en récupérant donc la fougue guerrière des Highlanders, pour leur conquête coloniale, hein, et donc, sur le plan militaire. Quoi. À partir du moment où la communauté se crée en Europe, sur cette base-là, elle va devenir une lutte de classe permanente contre le fisc, contre la noblesse, contre la bourgeoisie et contre l'Église institutionnelle. Ce qui veut dire que de l'an 1000 jusqu'à la Fronde, il ne se passe pas une année sans que dans une province, dans un village, il y ait des insurrections paysannes, mais qui, contrairement au temps immobile de l'Orient ou de l'Afrique, ne veulent pas simplement améliorer les biens communs, améliorer la vie des biens de ce monde. Voilà, vous y revenez à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Il y a une radicalité. Si vous voulez, quand on prend les révoltes chinoises, il s'agit simplement d'arrêter la pression du fisc. Point. Quand on prend les révoltes paysannes, et en particulier la grande révolte... Oui, et puis en Chine aussi, c'est parce que l'empereur a perdu le mandat du ciel, de cette manière, ce qu'il appelle le mandat du ciel. Mais donc, on a en Europe, en permanence, sur le terrain pagano-christique, des luttes incendiaires radicales qui veulent la communauté du Christ sur terre, sans argent et sans État. Oui, ça ira d'ailleurs millénariste, notamment dans le sein de l'Empire romain germanique. Et ça ira jusqu'à des exterminations. Oui. C'est-à-dire que pendant la guerre des paysans en Allemagne, on va exterminer des centaines de milliers de paysans. Et cette lutte radicale, ça n'est pas une volonté de réorganiser socialement les choses de l'aliénation. C'est une soif tripale, c'est une ontologie pour vivre la vraie vie. Et quand la paysannerie va être chassée des campagnes par la dynamique, parce que ce que montrent Hegel et Marx, c'est que la révolution capitaliste industrielle présuppose la révolution capitaliste agraire. Il faut chasser la paysannerie des campagnes. L'exode rural. Donc on confisque les communaux de manière militaire. En Angleterre, c'est une guerre d'extermination. Sous Henri VIII, on marque au fer rouge les paysans. On leur coupe les oreilles, on leur coupe le nez. Des dizaines de milliers de paysans sont massacrés en Angleterre et on va remplacer les communaux par la culture du mouton. Donc, en Écosse, c'est pareil. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand toute cette population se retrouve dans les villes et qu'elle devient le prolétariat concentrationnarisé dans les villes du despotisme de la marchandise... Oui, pour vous, si je peux permettre une petite parenthèse... Il se passe un flambeau. Voilà, le terme prolétariat a un sens bien précis. C'est-à-dire, c'est l'individu aliéné. Alors, le prolétariat, le problème, c'est que... Qui transcende l'aspect purement social. Et ça fait 40 ans que je vis avec les présocratiques Hegel et Marx. Je n'ai jamais rencontré personne ayant lu Marx. J'ai lu des gens qui avaient feuilleté, qui avaient pris... Mais bon, la définition de Marx, c'est pas le est prolétaire, non pas l'ouvrier d'usine avec son bleu qui a les mains dans le charbon. Voilà. Est prolétaire, tout homme dépossédé de son existence dans la grande prostitution universelle du salariat. Ça fait beaucoup de monde, tout ça. Donc, le prolétariat est la classe universelle. Le paysan de la Corrèze, qui est en train de mourir, et dont le voisin se suicide et qui est à 200 € par mois, complètement écrasé par le diktat de la PAC bruxelloise, est un prolétaire. Aujourd'hui, et c'est ce que montre le développement historique, j'ai une classe capitaliste mondiale, c'est la classe du gouvernement du spectacle mondial, et j'ai le prolétariat universel, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre existence. La définition du prolétariat, c'est pas une définition sociologique, c'est une définition ontologique et historique. Mais là encore, il faut lire les textes. Donc, nous sommes tous des prolétaires asservis par la dictature de la marchandise mondiale. Mais donc, cette paysannerie qui se retrouve dans les villes, elle va transmettre son ontologie radicale. Et tout au long du 19e siècle, on va avoir non seulement des luttes radicales, comme une de Paris jusqu'en mai 68, on va avoir toute une série de luttes sauvages qui échappent à la gauche du capital. Vous en signalez quelques-unes aussi. Voilà, vous rappelez un petit peu la mémoire de ces luttes. Et donc, on en arrive, si vous voulez, alors vous parliez tout à l'heure de Renaud Camus, le grand remplacement, le premier à avoir parlé du grand remplacement, c'est Karl Marx dans la 7e section du Capital. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les courants identitaires découvrent, parce que dans le métro, il y a un grand remplacement de physionomie, qu'il y a un grand remplacement. Mais le grand remplacement, il n'a pas pour objectif de remplacer les blancs par les gris. Le grand remplacement, il a un contenu social de lutte de classe. Pourquoi veut-on remplacer ? On veut remplacer, non pas parce que quelqu'un... Non, mais ça, beaucoup d'entre nous le comprennent. Mais on ne peut comprendre le grand remplacement que par rapport à 68. Le grand remplacement, c'est la grande grève sauvage de 1968,
où le prolétariat est incontrôlable et où la gauche du capital, l'extrême gauche du capital, malgré tous leurs efforts, ont mis des mois à le remettre sur les rails de la domestication dans la prison usinière. Et donc, après 68, tout le patronat de la modernité défile chez Pompidou en lui disant « 68, ça a été terrible, maintenant on va remplacer ce prolétariat insurrectionnel et subversif qui était incontrôlable par des gens qui viennent d'ailleurs et qui vont être contrôlables. » Voilà, ça avait commencé déjà, mais là, avec justement le regroupement familial, bien sûr. Donc mis en place en 76, ça va s'accélérer de cette manière. Donc le regroupement familial va avoir lieu au même moment que la généralisation de l'IVG. C'est donc une dynamique. Ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est qu'il n'y a pas dans des caves des gens qui ont comploté le grand remplacement. C'est une immanence aliénatoire de la marchandise. Et c'est là où il faut comprendre. C'est une logique, voilà, c'est une logique irréfragable. À partir de mai 68, il y a une panique généralisée dans la classe capitaliste mondiale, parce que mai 68, c'est l'Italie. C'est la France. Voilà, et puis même en Italie ou en Allemagne, ce sera beaucoup plus violent. Bien sûr. De par les anciens puissances vaincues de 45. Il faut empêcher le retour de la lutte de classe de l'ouvrier communard européen. L'ouvrier communard européen, avec sa rillette, avec son côte du Rhône, au bistrot sur le Zinc, qui refait le monde, non pas simplement pour gagner plus de thunes, mais pour envisager un monde sans aliénation. Et on retrouve Hegel et Marx, la marche germanique, le prolétariat de 68, il n'y a que là qu'il est dans la radicalité absolue. En Asie, il n'y a pas de radicalité absolue. Je vais faire un petit gris-gris à vos auditeurs sur le Japon. La traditionnalité servile du japonais est telle qu'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre immigrée. Il n'y a pas de grand remplacement au Japon. Le statisme du despotisme oriental, qui certes a fait des samouraïs valeureux sur le champ militaire, a construit une classe ouvrière totalement aseptisée. Donc on la remplace pas. Oui, bon, il y a aussi là où je pourrais déceler quelques limites, c'est pas vraiment des limites, mais dans le discours, c'est que il y a parfois, je peux percevoir comme une certaine vision réductrice, c'est-à-dire que dans le cas japonais, il y a aussi sûrement d'autres raisons qui expliquent cela. Il y a aussi, je pense, dans la mentalité japonaise, un vieux sentiment de supériorité, on va dire divine. Les Japonais disent, ce sont les fils de la déesse du soleil Amaterasu, donc il y a aussi quand même d'autres paramètres qui en compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que votre vision, le regard que vous portez sur l'évolution des choses, pour moi, s'ajoute à d'autres perspectives. Elle se complète. Votre vision complète la mienne, elle ne s'oppose pas. D'ailleurs, c'est cette conception justement de lait plutôt que de le contre, du ou, avoir une vision non binaire des choses qui est intéressante et que m'a appris justement la mouvance dont je proviens, c'est-à-dire la complémentarité des contraires et aussi la multiplicité des facteurs explicatifs pour les différents phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Alors oui, ce grand remplacement, il est à l'heure, c'est-à-dire, et donc il s'agit effectivement, comme vous le dites, d'annihiler toute possibilité d'insurrection, de résurrection, parce qu'en fin de compte, nos peuples portent profondément, on pourrait presque dire, dans leur ADN, cette capacité d'envisager un autre futur, de retourner à un état préaliénatoire. Et c'est là aussi, nous nous rejoignons totalement. Nous aussi, nous aspirons à retrouver une société qui soit plus humaine, même si ce terme peut être connoté un peu bisounours, un peu humaniste, je pourrais presque dire surhumaine, ça serait une influence nietzschéenne, mais plus humaine, plus harmonieuse, retrouver l'harmonie perdue, et surtout, nous nous rejoignons aussi sur la radicalité de notre vision. Radicalité, je rappelle une fois de plus, ce n'est pas synonyme d'extrémisme, synonyme de retour aux racines des choses. En retournant aux racines des choses, nous envisageons aussi de véritables alternatives, et non pas de simples cataplasmes qu'on va poser sur un corps malade de cette manière. Alors, dans votre livre, et on va terminer surtout par cette approche, mon cher Francis. Donc, vous développez aussi cette vision de la guerre sans fin qui est actuellement à l'œuvre. Vous la faites démarrer en septembre 2001 avec, bien sûr, les événements troubles du 11 septembre, sur lequel vous et moi, ainsi que Feu Emmanuel, portons un regard plus critique. Les thèses officielles ne nous satisfont pas. Ce qui peut nous faire qualifier, bien sûr, par les agents serviles du système de complotistes. Mais vous développez aussi, et vous y revenez dans votre livre, mais aussi dans les autres ouvrages que vous avez publiés, donc cette vision, ce que moi j'avais qualifié naguère, il y a une dizaine d'années,
année de stratégie de l'attention mondialisée, de cette manière. Hein, et on le voit aujourd'hui avec l'actualité. Bon, nous ne pouvons pas vraiment préjuger de ce que nous aura apporté l'actualité dans un mois. Hein. Je rappelle que nous nous préenregistrons fin juillet. Nous avons vu d'ailleurs s'accélérer ces derniers jours des événements tragiques que l'on peut ramener à une forme de terrorisme, qu'il soit islamiste ou qu'il ait le label islamiste ou pas. En tout cas, bon, il y a des événements tragiques qui sont liés aussi, qui sont des conséquences. Et ça, je crois que ça nous apparaît à la plupart. Ça nous apparaît avec une certaine lumière aveuglante, sont le résultat aussi des flux migratoires qui se sont accélérés. C'est cet assaut migratoire contre l'Europe, cette nouvelle forme de guerre qui est menée à nos peuples et qui est une forme d'accélération. Alors pouvez-vous revenir un petit peu sur cette vision qui est la vôtre et sur laquelle d'ailleurs vous revenez à travers plusieurs épisodes dans votre livre, vous remémorez ce que j'ai aussi pu faire moi de manière plus modeste en co-traduisant les ouvrages du penseur italien Gabriele Adinolfi, qui est un des acteurs de les fameuses années de plomb donc italiennes des années 70. Et puis aussi un autre épisode sur lequel je voudrais aussi que vous insistiez, c'est aussi les événements troubles qui ont agité le Vatican, de la mort de Jean-Paul Ier à la démission de Benoît XVI. Alors bon, il faut en revenir à la base, c'est-à-dire que l'histoire est faite de complots. Ce ne sont pas les complots qui font l'histoire, mais comme le disait Marx, la marchandise est un immense complot contre l'humanité et contre l'existence. Il y a depuis maintenant une trentaine d'années une accélération de ce chaos. Le capitalisme a connu deux phases. Il a connu une phase de domination formelle où il ne dominait pas totalement et où il était encore en dialogue avec son antériorité. Tout n'avait pas été intériorisé, en fait. Tout n'avait pas été digéré. Voilà. Et depuis 1914, le capitalisme est en train de devenir, surtout de 14 à 45, ce qu'on appelle le capitalisme intégral, c'est-à-dire le capitalisme totalement réalisé dans sa réalisation. Voilà, le siècle de 1914 comme des feux Dominique Vénère aussi, cette manière. Il fait partie aussi les grands événements de l'accélération de notre décadence, de notre déréliction. Mais c'est pas lié à des gestions politiques. C'est pas lié à des connivences diplomatiques. C'est pas lié à un vouloir. C'est lié à une immanence aliénatoire qui résulte. Alors là, je renvoie au bouquin, c'est trop long. Qu'est-ce que la baisse du taux de profit? Qu'est-ce que la saturation des marchés? C'est trop compliqué. Mais disons qu'à un moment donné, c'est ce que dit Rosa Luxembourg, quand le capital rentre dans la modernité de sa réalisation, alors qu'auparavant, il se reproduisait dans la stabilité, il doit se reproduire dans le chaos. Toute sa phase de domination formelle est une stabilisation dans la stabilité. Aujourd'hui, il se stabilise dans le chaos. Et le chaos est le mode de développement de la marchandise dans ce que j'appelle sa crise terminale. Autrement dit, le terrorisme n'est pas une dérive. Le terrorisme n'est pas un excès. Le terrorisme n'est pas un raté. Le terrorisme est l'essence du mode de production capitaliste dans sa crise terminale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après des débauches de crédit absolument délirantes, le capital bute sur une impossibilité de reproduction. Donc, que nous disent Marx et Rosa Luxembourg, c'est que le capital est condamné au chaos terroriste de la monnaie et au chaos monétaire du terrorisme. Et le terrorisme est aujourd'hui la stratégie mondiale du gouvernement du spectacle mondial pour maintenir sa domination. Et si je prends par exemple le chaos migratoire en Europe, le chaos migratoire, et si je prends le terrorisme de Daesh, je rappelle ce qu'avait dit le général Desportes, corroborant de bord, Daesh, c'est la CIA. Daesh, c'est la CIA, comme Al-Qaïda, c'était la CIA, et les frères musulmans... En plus, avait des formes de mise en scène spectaculaire qui renvoient totalement à la modernité. Donc, lorsqu'on voit des fois les clips d'horreur, qui mettent les vidéos qu'ils mettent en ligne, avec ces exécutions totalement qui renvoient presque à des films d'horreur américains, de toute manière. On est vraiment dans la modernité, aussi dans la guerre informationnelle qui est menée par l'État islamique, de toute manière. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression d'une sorte de monstre. De monstre qui est bien sûr souché sur une religion qui a des monothéismes les plus intransigeants et qui est toujours dans une phase un petit peu de conquête, qui n'a pas fait son aggiornamento, mais on est aussi dans une création, de manière, dans une sorte de golem qui échappe, qui est plus ou moins sous contrôle. Justement, on vous montrait aussi dans votre ouvrage qu'il y a une volonté de maintenir ces sortes de purulence chaotique dans certaines limites.
territoriales, des domaines de puissance aussi par ceux qui les ont engendrés. Mais ce qu'il faut rappeler à vos auditeurs, c'est que les frères musulmans en Égypte ont été créés par le MI5. Donc les services secrets extérieurs britanniques. Les services britanniques. secrets anglais. Ouais. Al-Qaïda a été créé par la CIA. Et Daesh a été créé par la CIA. Bon, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Le moindre expert étatique, le plus crétin de la marchandise, il le dit. Donc, c'est d'une évidence totale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrorisme, pour reprendre ce que dit George Orwell dans 84, parce que George Orwell n'est pas un romancier. George Orwell est un penseur de préfiguration. C'est un homme de radicalité critique. Il n'a pas écrit des romans d'anticipation. Vous le rappelez d'ailleurs ce passage en liminaire d'un nouveau chapitre. Donc le terrorisme est consubstantiel à la crise contemporaine du mode de production internationale de la marchandise dans sa décadence achevée. Ce qui veut dire que le chaos migratoire et le chaos terroriste sont liés. Dans la guerre qui oppose les États-Unis à l'Europe. Rappelons-nous toujours ce que disait l'amiral Sanguinetti. Quand, travaillant à l'OTAN, un général américain lui avait dit « Vous êtes notre seul concurrent de haute technologie, il faudra un jour détruire l'Europe. » Donc, comment détruit-on l'Europe ? Ou François Mitterrand aussi. Voilà, ou François Mitterrand. Donc, on détruit bien. l'Europe, non plus par des bombardements stratégiques de haute intensité avec des B-52 qui rasent Hambourg et qui rasent Dresde. On détruit l'Europe par une structuration bruxelloise créée par Jean Monnet, banquier américain, qui détruit l'Europe de l'intérieur. Donc l'Europe constituée politiquement à Bruxelles, c'est effectivement la structuration d'une Europe inféodée à l'Amérique. Mais ça ne suffit pas, parce que le potentiel technologique européen est considérable. Donc dans cette crise généralisée, le gouvernement du spectacle mondial veut, bien évidemment, par le chaos migratoire, déstabiliser totalement l'assise géopolitique du monde européen. C'est ça aussi. Mais derrière, c'est aussi la problématique de la lutte des classes. Rappelez-vous, en 1956 à Budapest, quand le prolétariat s'est insurgé, Washington et Moscou se sont mis d'accord pour écraser les insurgés de Budapest. Donc, les classes dirigeantes s'opposent pour avoir un marché ouvert. Les classes dirigeantes s'opposent pour conquérir des territoires et des marchés. Mais quand demain, la grande grève sauvage qui est morte en 68 va renaître, tous les gouvernements de la Terre, de Poutine à Obama ou à Clinton ou à Trump, s'uniront pour briser cette radicalité. Et briser cette radicalité, c'est déjà effectivement dissoudre la conscience radicale ouvrière dans une masse venant de continents immobiles qui n'ont pas cette radicalité critique. Donc, le chaos migratoire, 1. Dissoudre les entités géopolitiques européennes. 2. Casser la lutte de classe radicale qui pourrait renaître. Ouais, fracturer, atomiser les populations, voilà. Ça devrait les pulvériser. Et 3. En synthèse, la gouvernance par la peur. Oui. La gouvernance par la peur. C'est-à-dire que, comme le dit Orwell, je ne sais pas si vous avez le passage. Moi, j'ai le passage là. Il est très clair, le passage. Les bombes fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient probablement lancées par le gouvernement de l'Océania lui-même, juste pour maintenir les gens dans la peur. Voilà. 1984. Et Debord dit exactement la même chose. L'État de la démocratie, qui est la forme parfaite de la dictature du capital, ne veut pas être jugé sur ce qu'il fait. Il veut être jugé sur les ennemis qu'il se construit lui-même. Parce que c'est le seul moyen pour lui d'être accepté par la population. Quand une gouvernance est massivement rejetée, le dernier sursaut qui peut agglomérer les populations à cette gouvernance qui est rejetée, c'est la crainte, la frayeur et la peur. Et là, vous rejoignez totalement les ouvrages de quelqu'un que nous avions reçu d'ailleurs avec Emmanuel, c'est Éric Werner, oui. Et qui avait écrit L'Avant-guerre civile, déjà cet ouvrage prémonitoire, qui était sorti, je crois, à la fin des années 90 et qui a été réédité récemment par Slobodan Despot, donc le maître des éditions Xenia, donc en Suisse. Donc Éric Werner aussi montrait que justement il y avait ce chaos contrôlé, en quelque sorte, cette peur diffuse que l'on diffuse dans l'opinion, qui montre en fin de compte un régime aussi discrédité soit-il, comme le dernier rempart face à la barbarie, face à l'éruption du chaos. Et là, on y est en plein, de certaine manière. Et si vous voulez, là, on repart sur Hegel, sur l'homogène, l'hétérogène. Un espace social homogène peut produire de la radicalité intensive. Un espace hétérogénéisé, clivé, scindé, décomposé,
ne crée que des appartenances pathologiques. Mais un espace social homogène ethniquement, culturellement, spirituellement, de certaine manière. Tout ça, ce sont des formes d'homogénéité. En fin de compte, voilà, c'est là que là aussi nos chemins, de certaine manière, se rejoignent. Votre paradigme des classes, il se révèle, évident de cette manière, mais il y a aussi, voilà, toutes les autres dimensions de ce problème qui affleurent de cette manière, et notamment l'idée qui encore échappe parfois à certains que un renouveau, une régénération un petit peu de nos peuples dans la perspective qui nous est commune ne pourra être possible que si on maintient un minimum d'homogénéité ethnoculturelle de nos peuples. Ça ne résume pas tout, bien sûr, ce n'est pas la seule condition suffisante, mais c'est une condition sine qua non. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait peur au capital, c'est pas... Parce que je vois une certaine phase de vos auditeurs qui se disent on veut faire disparaître l'homme blanc. Non, on ne veut pas faire disparaître l'homme blanc. On veut faire disparaître... Oui, mais ça peut être un effet. Oui, mais si vous voulez... attention, la disparition peut être aussi un des effets des politiques en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne veut pas faire disparaître l'homme jaune. Parce que la classe capitaliste mondiale n'a pas peur de l'esprit communard asiatique. Bien sûr. On veut faire disparaître le substrat européen parce qu'il est producteur du substrat communard. On aboutit aux mêmes effets. Autrement dit, les identitaires ne font pas peur au capital. Ce qui fait peur au capital, c'est l'identité radicale de la conscience subversive. C'est pour ça que le grand remplacement, c'est pas remplacer une couleur par une autre. C'est remplacer la radicalité par la soumission. Oui, mais ça aboutit au même résultat. Ça peut aboutir. Pas forcément, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens en conscience européenne asservis. Bien sûr. Mais bon, justement, se détacher de cette émission ne pourra se faire que s'il y a encore des gens de conscience européenne et d'origine européenne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça aussi que des fois, oui, mais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, dans certains... C'est vrai qu'on pourrait prendre l'exemple de la Suède, qui reste encore longtemps homogénément ethniquement, et qui est sûrement une des avant-gardes de l'aliénation moderne. Mais si vous voulez, dans la grande... phénomène, ce qu'il faut voir, c'est que le capital a voulu nous cliver, c'est-à-dire que le grand chaos migratoire a pour objectif que le de souche et l'immigré ne se parlent pas. Il faut que le de souche ait peur de l'immigré qui arrive, et il faut que l'immigré ait été conditionné dans une culture de haine de l'ex-colonisateur. Oui, donc on a créé cette pathologie de la non-rencontre, et c'est le grand enjeu des années qui viennent. Le capital vise à ce que jamais l'abruti blanc dans son usine et l'abruti blanc dans sa banlieue ne se rencontrent pour se désabrutir. Non, mais il y a ça d'une part, mon cher François, mais il y a des compatibilités culturelles, spirituelles qui peuvent être aussi difficiles. Oui. Et ça aussi l'histoire nous le montre. Là, toutes les sociétés multiraciales sont des sociétés multiracistes de certaine manière, et conflictuelles. Mais parce que le Liban nous l'a montré. Le système le veut, mais c'est aussi un fait pour moi. Je veux dire, c'est un fait qui montre que la cohabitation durable de populations trop éloignées civilisationnellement et culturellement peut être rendu plus que difficile de cette manière. Et là, on le voit, lorsque on voit notamment les formes de socialité qui vont se développer dans les cages d'immeubles, entre des populations qui n'ont pas la même conception du voisinage. C'est une stratégie voulue. Oui, non, mais elle est délibérément voulue parce qu'elle permet que les gens, au lieu de déboucher sur une conscience radicale universelle, débouchent sur une conscience d'autodéfense de leur provenance. Non, il y a sûrement une volonté du système, si vous voulez, d'accentuer les effets de ces réalités, mais il y a aussi ces réalités renvoient justement à ces différences comportementales. Ces différences culturelles qui font que parfois la cohabitation entre deux communautés trop éloignées civilisationnellement peut être rendue difficile. Mais bien sûr. Voire impossible, c'est ça que je veux dire. Après, c'est sûr qu'il y a aussi cette stratégie de clivage, d'opposer les uns. C'est ce que l'ami Michel Drac appelle le conflit triangulé, où en fait de compte, il y a un acteur tiers qui va essayer de tirer profit, en fait de compte de conflits qui pourraient éclater, parce qu'en fait de compte, là, nous sommes dans la logique de conflits intra-européens, de conflits intérieurs, qui sont toutes les conditions de cas sont réunies pour cela. Effectivement, nous pourrions nous retrouver face à des ennemis que nous n'avons pas voulu, sur une manière, même qui nous désigneront en tant que tels, qui ne le sont pas. En tant que tels, les véritables protagonistes sont en amont. Je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, dans une synthèse claire, c'est que ce qui fait le plus peur au système, c'est la guerre de classe pour l'abolition de l'argent et l'émergence d'une communauté humaine. Par contre, le système dit vive la guerre ethnique. Il veut la guerre ethnique. Il veut la guerre ethnique. Et les bombes qui explosent aujourd'hui,
sont des bombes pour que les groupes ethniques se structurent dans une névrose où tout le monde a la haine de l'autre. Oui, mais vraiment le côté tragique de l'affaire, c'est que nous sommes confrontés à la perspective d'un conflit que nous n'avons pas voulu, mais dans lequel nous devrons malgré tout, en tout cas, nous positionner sur le terrain déjà. Sans oublier si la radicalité permet justement de casser le piège de la guerre ethnique dans lequel le système veut nous enfermer. Non, mais l'intérêt, c'est de casser, justement. Bien sûr. Personne d'entre nous, autour de ce micro, même ailleurs, ne souhaite une guerre. Ne souhaite une guerre ethnique dans ce pays. Ne souhaite des événements tragiques. Maintenant, nous y serons peut-être confrontés. Et c'est vrai que là, notre position sera inconfortable. Nous devrons faire face à un ennemi sur le terrain, celui qui sera en face, qui aura été aussi mis dans les conditions de s'opposer à nous. Nous devrons faire des choix, mais là aussi, la différence sera de ne pas perdre de vue quels sont aussi les véritables commanditaires, quels sont ceux qui sont au-dessus, les véritables traîtres, les véritables criminels qui ont rendu possible ces tâches. Ce qu'il faut que l'auditeur se dise, je le dis souvent aux gens, faut pas vous poser la question de savoir pourquoi il y a autour de vous des espaces qui deviennent irrespirables au sens où tout se délite. Faut vous poser la question, d'où cela vient-il ? D'où cela vient-il ? Tout à fait. Donc, l'immigré de base qui n'est qu'un effet, doit tout à fait, c'est toujours la question entre les causes et les conséquences. Et c'est pour ça que Marx, quand il faisait une critique radicale de l'immigration et de l'armée de réserve, ne faisait pas une critique des immigrés, mais une critique de l'immigration qui avait fait venir cette armée de réserve. Mais nous faisons la même chose. C'est ça qui est important. Ne critique pas l'immigrant en tant que tel. N'oublions jamais dans cette dialectique aliénatoire du cosmopolitisme de la marchandise, quelles sont les puissances financières à l'œuvre dans la crise du capital qui veulent ce remplacement pour casser la lutte. Tout à fait. Alors, dans la question que je vous posais tout à l'heure, mon cher Francis, je vous demandais éventuellement de revenir sur un épisode que vous développez dans votre ouvrage, c'est-à-dire celui aussi des intrigues dont le Vatican était l'objet, donc de la mort mystérieuse de Jean-Paul Ier jusqu'à la démission de Benoît XVI. Quelques précisions là-dessus. Le Vatican. Alors, le Vatican, c'est une puissance religieuse. C'est bien évidemment une puissance religieuse qui, aujourd'hui, est totalement digérée depuis Vatican II dans le monde de la marchandise, et pas que l'Église officielle, puisque, comme je l'explique très bien, même les périphéries dites traditionnalistes sont aussi en train d'être ingérées dans une recomposition vétérotestamentaire. C'est-à-dire que la grande dilution de la catholicité, c'est comprendre que même si l'Église institutionnelle quelque part, a amoindri la puissance radicale du Christ, elle est quand même problématique pour le système. Et d'ailleurs, on voit bien, le système ne tolère pas la critique radicale de la synagogue. Le système tolère un tout petit peu la critique radicale du coranisme, mais le système, alors, est en enthousiasme absolu quand on fait du Pis Christi. Donc, même si l'Église n'est pas la puissance radicale du Christ, mais quelque part sa défiguration, elle gêne, parce que la puissance du Christ est telle que cette puissance transpire à l'infini. Donc, il faut sans arrêt casser du curé et casser de l'Église. Barbarin est pisté à l'infini depuis des mois et des mois, parce que c'est pas Barbarin qui est pisté, c'est l'image de l'Église. Donc, la pédophilie dans les hautes sphères de la nomenclatura ministérielle française, on n'en parle pas, mais Barbarin, il est pisté sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, l'Église, même dans sa forme la plus dénaturée, même dans sa forme la plus dénaturante du Christ, est l'ennemi absolu. Parce que c'est le Christ qui est l'ennemi absolu de la rente financière. Donc il y a eu un ensemble d'épisodes qui ont montré ce... Alors, il y a ça, et puis on a donc digéré l'Église dans la modernité du capital à travers Vatican II et tout ce qui a suivi, mais il y a tous les épisodes sur la conflictualité monétaire et financière. C'est-à-dire que le Vatican, c'est aussi une puissance gigantesque dans le cadre du développement de la marchandise mondiale. Donc je renvoie vos lecteurs à cette partie du bouquin où on montre, entre autres, vous vous rappelez de l'affaire Marcinkus, il y a eu beaucoup de morts au Vatican. La Banque du Vatican. Il y a eu beaucoup de morts Ambrosiano. au Banque du Vatican. Alors, les morts en Italie, ça s'entrecroise. Il y a le Vatican, il y a la Loge P2, il y a la mafia, il y a la CIA, il y a le Gladio.
Lorenzo. C'est une quintessence italienne, le Vatican. Il y a beaucoup de morts et on a eu encore au cours de ces dernières années des morts dans la gare de Suisse. Oui, on a eu des morts dans les préposés aux expertises comptables. Il s'est passé énormément de choses et on a abouti au moment de la démission de Benoît XVI à ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire, si ce n'est une fois dans un cadre totalement différent, à un pape qui considère que son investiture est un CDD. À un moment donné, le pape a dit « je m'en vais ». Alors le pape n'a pas dit « je m'en vais » par hasard. Dans la configuration des manipulations américaines, des pressions et des risques mortels qu'il pouvait y avoir, il a préféré effectivement s'en sortir parce qu'effectivement les pressions étaient gigantesques. Je rappelle que quelque temps avant cette crise où le pape démissionne, ce que l'on n'avait jamais vu, sous la pression de la CIA et du Pentagone, on ne peut plus organiser les circuits financiers au Vatican. Il n'y a plus de carte bleue. Oui. Swift, le système Swift aussi. Tout est bloqué. Voilà. Donc il y a une guerre pour le contrôle des finances du Vatican. Voilà. C'est aussi qu'on n'a même pas mis en œuvre contre la Russie. Voilà. On l'a fait contre le Vatican. On l'a fait contre le Vatican. Donc, le Vatican, c'est un gigantesque enjeu stratégique dans le cadre de la dictature mondialiste de la marchandise. Et j'invite vos lecteurs à travailler ce sujet-là et à travailler effectivement toute la criminologie particulière de la péninsule italienne à partir du Vatican. Voilà, je vais vous donner une formidable occasion de faire une liaison, une transition avec mes chroniques culturelles, hein, où parler de criminologie. Alors, je vais justement me pencher vers le premier ouvrage que je vais chroniquer pour cette émission d'août. C'est l'ouvrage d'un des plus grands, à mon avis, de celui qui se présente comme les plus grands criminologues aujourd'hui dans l'espace francophone. Un cran au-dessus du déjà remarquable Xavier Hofer, à mon sens. Il s'agit de Jean-François Guéraud. Jean-François Guéraud, qui est un commissaire divisionnaire, mais qui est aussi donc un ancien membre de la DST et aujourd'hui un des meilleurs analystes de tous les courants, de tous les flux criminels transnationaux. Il a publié plusieurs ouvrages, comme Le monde des mafias, comme Géopolitique de la criminalité, en collaboration avec François Tual. Et là, depuis 2 ouvrages, il se consacre justement à l'univers de la criminalité financière, de la criminalité en col blanc. Il vient de publier un ouvrage tout à fait éclairant et synthétique aux éditions toujours Odile Jacob, un ouvrage d'à peu près 170 pages, qui s'intitule L'art de la guerre financière. L'art de la guerre financière, ce qui est intéressant chez Guéraud, c'est qu'il mêle à la fois donc une approche criminologique classique avec des éléments de géopolitique, de philosophie, de polémologie, et les auditeurs les plus alertes y retrouveront des références familières, hein, comme celles à plusieurs auteurs comme Carl Schmitt, comme Julian Freund, comme Nietzsche, comme on a aussi d'autres auteurs dont le nom m'échappe sur le moment, mais en fait on a surtout une certaine épaisseur philosophique qui vient justement s'ajouter au regard simple du criminologue. Et c'est un ouvrage vraiment très éclairant qui met justement en avant cette montée en puissance de ce capitalisme financier qui a suivi la dérégularisation donc consécutive à la fin de la guerre froide. Hein. Donc, et surtout, il montre son aspect presque intrinsèquement criminel. Et criminogène. Il donne aussi quelques lueurs d'espoir, donc il étudie le cas grec en détail, mais aussi le cas islandais, où on a vu donc ce petit David nordique, cet entraîneur, résister donc aux oukases et aux diktats des banques, et un exemple tout à fait salutaire qui est mis en avant. Donc c'est vraiment un ouvrage d'une grande profondeur, d'un grand intérêt, qui est décrit d'un style clair, alerte, avec un sens de la formule. Et surtout, par quelqu'un qui se présente aujourd'hui comme un des meilleurs analystes et aussi dénonciateurs de ces processus en cours et qui ne peuvent que rejoindre vos analyses, cher Francis. Donc, c'est l'ouvrage de Jean-François Guéraud, G-A-Y-R-A-U-D, L'art de la guerre financière, chez Odile Jacob, dans la collection Le temps du débat. Alors, deuxième ouvrage que je vais chroniquer, mais là aussi on revient à vos chers germains, hein, si je puis dire, mon cher Francis, avec un ouvrage d'un auteur inattendu. Hein, pour ceux qui s'intéressent à certains courants musicaux, notamment un courant qui peut être pas très familier aux éditeurs de la rue Courtoisie, j'ai nommé le black metal européen. Il s'agit d'un auteur norvégien qui s'appelait Varg Vikernes, et qui a d'ailleurs dans sa jeunesse défrayé la chronique
la chronique judiciaire notamment dans son pays, mais aussi il y a quelques années chez nous, où notre Premier ministre, notre sémillant Premier ministre, à l'époque ministre de l'Intérieur, a trouvé son petit lampiste en dénonçant aussi un terrorisme imaginaire. Il fallait bien montrer quand même que l'ultra-droite était capable de générer des terrorismes ou faire diversion sur... Aujourd'hui, ces actes terroristes liés d'une certaine manière et quasi directement donc au flux migratoire. Donc Varg Vikernes dit donc qui vient de voir traduit un de ses ouvrages intitulé Magie et religion en ancienne Scandinavie. Donc là, il s'agit toujours de cette nécessité de se relier donc à notre plus longue mémoire, de nous réenraciner dans des éléments traditionnels, spirituels qui sont nôtres, de manière à pouvoir envisager justement ce retour, cette sortie du processus aliénatoire, selon les termes qui vous sont chers, mon cher Francis. Donc là, un ouvrage très clair, édité par l'édition du Rubicon. Donc, ou alors, il est question d'études des textes sacrés de la tradition scandinave. Là aussi, lui, bien sûr, se penche sur la tradition germano-scandinave, qui est la sienne, mais qu'il restitue et qu'il dans un contexte pan-européen. Il montre bien que là, il s'agit de refaire advenir donc à la conscience certains aspects de notre plus longue mémoire, de notre culture profonde. Donc là, c'est le rameau scandinave. Donc pour ceux qui sont passionnés de mythologie et de spiritualité scandinave, comme c'est mon cas, donc un ouvrage aussi richement illustré et surtout une certaine profondeur d'esprit et de pensée, voilà, qu'on aurait pu croire un petit peu surprenant de la part de cet homme maintenant qui est plus si jeune que ça, mais qui a sûrement mûri par rapport aux engagements qui furent les siens et aux démarches qui furent les siennes il y a quelques années. Donc un ouvrage heureusement traduit grâce aux efforts méritoires des éditions du Rubicon. Un ouvrage d'ailleurs qui est rendu très accessible par son prix de 18 €. Donc, et surtout richement illustré. Or bien sûr aussi les auditeurs intéressés, outre se procurer l'ouvrage, pourront aller sur les multiples sites internet où Varg Vikernes aussi donc fait part de ses travaux et de ses réflexions. Voilà, donc Varg Vikernes, V-I-K-E-R-N-E-S, Magie et religion dans l'ancienne Scandinavie, aux éditions du Rubicon. Autres ouvrages que je veux signaler, tout d'abord 2 ouvrages publiés par les courageuses et petites éditions Oda Izarn, donc qui sont liés à la revue autonome des indications idéologiques Réfléchir et agir, donc et mené de main de maître par Pierre Gilliette. Alors là aussi, on a toujours des titres qui sortent un peu de l'ordinaire et qui arpentent des terrains qui sont loin des caricatures que le système voudrait coller aux éditeurs issus de la droite radicale. Alors, tout d'abord, un ouvrage signé par un auteur familier des auditeurs de Radio Courtoisie. Il s'agit de Philippe Dugues. Et donc Philippe Dugues, grand cinéphile devant l'éternel, donc qui vient de sortir un ouvrage intitulé Au temps de la nouvelle vague. Donc cette nouvelle vague, bien sûr, qui fait un moment de la cinématographie française en particulier. Donc cet ouvrage est constitué donc de chroniques que Philippe Dugues avait écrites en son temps, c'est-à-dire principalement dans la première moitié des années 60 sur ce cinéma dont on n'a pas oublié certains films, comme le fameux À bout de souffle de Jean-Luc Godard, mais il y en a eu bien d'autres, que ce soit Truffaut, Chabrol, Éric Rohmer, qui nous est particulièrement cher, Alain Resnais, etc. Donc là, ici aussi, il s'agit de jeter un regard vu de droite, entre guillemets, de cette manière, sur ce courant de la nouvelle vague, donc qui a agité un petit peu le paysage cinématographique français au début des années 60. Donc signé par Philippe Dugues, c'est toujours une plume alerte et c'est toujours un regard tout à fait stimulant qui nous permet un petit peu de revenir sur ces années du cinéma français. Voilà, donc il faut préciser aussi que les éditions Oda Izarn ont fait un gros effort au niveau de la qualité de la présentation de leurs ouvrages, donc avec des couvertures à rabat et surtout des illustrations originales pour les couvertures de Auric, qui est un jeune artiste européen. Alors, toujours illustré par Auric, le deuxième ouvrage publié aux éditions Oda Izarn, c'est celui d'un ami qui est à la fois un écrivain singulier, très marqué par une certaine littérature symboliste, fantastique, mais aussi ce qu'on pouvait appeler à l'époque de contre-littérature. Je fais allusion à la revue qui avait été publiée à l'époque par Alain Santacreux. Donc il s'agit d'Arnaud Borde,
Notre Gascon donc nous revient aux éditions Oda Izarn, mais rappelons aussi qu'il préside aux destinées des éditions Alexis Farmac, dont lui vient de sortir un double ouvrage intitulé On attendra victoire. On attendra victoire, c'est une sorte de périple romanesque enfiévré, un peu qui rappelle parfois les ouvrages d'un autre auteur que j'aime bien, Jérôme Leroy, dans une sorte de thriller, on va dire métaphysique, de thriller supérieur, où il est question aussi un univers que nous avons un petit peu narré précédemment avec mon invité du jour, donc les officines, les complots, le terrorisme international avec des destins croisés sur un rythme haletant. Donc, il reprend un petit peu aussi qui est dans le sillage d'un ouvrage qu'il avait publié il y a quelques temps et que j'avais recensé aussi en son temps. Ensuite, de la deuxième partie de l'ouvrage est consacrée par un journal personnel, donc un ouvrage qui s'étend sur plusieurs années, où on a des notes et des souvenirs de lecture, de conversations, de projets éditoriaux. Donc voilà, l'ouvrage d'ailleurs auquel la nouvelle précitée, donc on attend victoire fait des suites, c'est l'ouvrage intitulé Pop Conspiration, qui a été édité par Oda Izarn. Donc on attendra victoire, suivi de Parce que l'automne est faux, ça c'est le nom du journal, aux éditions Oda Izarn, donc signé par Arnaud Borde, une lecture d'ailleurs que j'ai quasiment terminée et qui fut vraiment un véritable plaisir non dissimulé. Alors pour terminer avec les recensions du jour, je citerai l'ouvrage de Claude Nancy. L'ouvrage de Claude Nancy intitulé « Le mondialisme, la pollution et votre santé » aux éditions du Lore. Alors l'ouvrage de Claude Nancy est un médecin qui a consacré une bonne partie de sa vie à étudier justement les apports de l'éthologie. Donc à la compréhension des phénomènes et des choses. Et là, le titre est très parlant en lui-même. Donc il montre à quel point, aujourd'hui, le système de l'aliénation universelle, là je reprends un peu votre rhétorique, mon cher Francis, donc met en place aussi des processus qui visent justement à perpétuer notre aliénation et notre affaiblissement, notre involution au niveau de l'espèce. Donc le mondialisme, la pollution et votre santé aux éditions du Lore par le docteur Claude Nancy. Voilà, Francis, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous remercie plaisir moi aussi et je souhaite une agréable période estivale à vos auditeurs. Voilà, nous la souhaitons effectivement à tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures métapolitiques sur Radio Courtoisie, bien entendu.